Coucou tout le monde, donc je me présente, je suis Amandine ou Amande Kinésine donc sur le forum et sur le Discord et je serai donc votre nouvelle tutrice de kinésithérapie pour ce semestre. Donc avec moi à la rentrée, donc vous allez voir trois choses. Donc l'introduction à la musculo-squelettique, donc qui sortira en 2 fiches distinctes sur le forum, mais dans cette même vidéo à la rentrée. Nous verrons aussi ensemble donc la neurorééducation et enfin plus tard dans le semestre, vous sortirez une fiche qui sera donc blessée médulaire, pathologie cérébelleuse et Parkinson. Donc ça, ce sera une fiche qui sortira vraiment plus tard dans le semestre sur le forum. Donc sans plus tarder, nous allons commencer donc à l'introduction à la musculo-squelettique. Partie 1. Le sommaire. Donc nous verrons la première séquence, donc organiser l'espace anatomique, et la deuxième séquence, donc le mouvement d'un point de vue articulaire. Tout d'abord, donc en kinésithérapie, en médecine et en anatomie, on va parler donc de plan et d'axe. Donc c'est vraiment deux termes qu'il ne faut pas confondre. Alors, nous allons voir trois plans principaux. Donc, on a le plan transverse, comme on peut voir donc, sur le schéma. C'est un plan qui coupe dans ce sens-là et qui va donc séparer le corps en partie supérieure et en partie inférieure. Ensuite, donc, nous avons le plan frontal, qui lui, en fait, vraiment parallèle au front, frontal comme le front. Et il va donc couper le corps dans ce sens-là et séparer donc en partie antérieure et en partie postérieure. Et ensuite, donc, nous avons le plan sagittal. Lui, en fait, pour le retenir, on peut penser au Sagittaire qui lance en fait avec son arc une flèche et qui va donc couper le corps humain dans ce sens-là, en séparant donc en partie droite et en partie gauche. Maintenant, donc, on ne confond pas les plans et les axes parce qu'en fait, les axes, pour le plan transverse, il aura donc un axe qui sera horizontal, alors que l'axe du plan frontal et sagittal, lui, on peut voir qu'il sera plutôt vertical. Maintenant, donc, nous allons parler de la position de référence qui est vraiment super importante. Donc, la position de référence, c'est pas la position en fait de repos du corps humain, parce qu'en fait, on va voir que là, les mains, elles vont être donc en supination. Donc, pour vous expliquer, donc en fait, la supination, c'est quand la main elle sera dans ce sens-là. Le mémo de tout le monde, en fait, c'est quand on supplie, vraiment, on est comme ça. Alors que la pronation, c'est dans l'autre sens, et c'est quand on prône ou qu'on prend un objet, par exemple. Donc là, pour la position de référence, donc on a un homme qui est en position debout, avec une rotation donc latérale des épaules, c'est-à-dire bien sur le côté, on n'a pas une rotation en avant ou trop en arrière. On a donc les mains qui sont ouvertes, pas fermées, donc pas en point, et on a aussi donc une supination. J'ai oublié de vous dire aussi que toute la dénomination anatomique se fait toujours du côté droit. Maintenant, donc on va parler des axes. Donc on va parler de l'axe de la main et l'axe du pied. Là, c'est deux choses vraiment qu'il ne faut pas confondre. Parce que l'axe de la main, il va passer par le troisième doigt, alors que l'axe du pied, il passera par le deuxième doigt. Donc pour l'axe de la main, ce qui est facile à retenir, c'est que c'est vraiment, il passe par le majeur qui est le plus long doigt. On voit bien en fait que c'est le milieu. Alors que pour l'axe du pied, il passe cette fois-ci par le deuxième doigt. Là, ce que je me disais donc pour retenir, c'était qu'en fait, le gros orteil, il était beaucoup plus large et en fait, il prenait de la place. Ce qui fait qu'en fait, l'axe, il pouvait passer par le deuxième doigt et ça faisait à peu près le milieu du pied. Bon, c'est un mémo peut-être un peu nul, mais bon, ça peut vous aider. Donc maintenant, on va passer donc, au petit vocabulaire là qui est sur l'image du milieu. Alors, à la base, ça va être un peu compliqué tout ce vocabulaire, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça au final. Donc, on va essayer de raisonner par paire. Tout d'abord, on va parler de cranial et de caudal. Donc là, c'est vraiment tout en haut du schéma. Cranial, donc ça vient de crâne, c'est-à-dire ça signifie donc vers la tête. Alors que caudal, c'est son opposé et qui signifie donc éloigné de la tête. Là, pour retenir que les deux ils vont ensemble et que c'est l'opposé, en fait, c'est les deux seuls mots qui commencent par la lettre C. Vraiment cranial, crâne vers la tête, et caudal, éloigné de la tête. Ensuite, on va aussi parler donc de proximal et de distal. Proximal, c'est vraiment vers la racine du membre, c'est-à-dire en fait à proximité, proximal, à proximité de la racine du membre. Alors que distal, lui, ça viendra à plus de distance, à du coup l'extrémité du membre. Maintenant, donc, nous allons parler aussi de médian et de médial. Là, c'est deux mots qu'il ne faut absolument pas confondre. Parce qu'en fait, médian, donc avec un N à la fin, ça va signifier donc vraiment le milieu, l'axe en fait du corps. Par exemple, en mathématiques, au collège ou au lycée, vous avez dû parler donc, de tout ce qui était médiane dans une série. Et c'était vraiment le chiffre du milieu de la série. Et bien en fait, là, c'est la même chose. Médian, ça voudra dire donc vraiment le milieu, l'axe du corps. Alors que médial, lui, ça voudra dire vers ce médian-là. Mais ça ne sera pas l'axe du corps lui-même. Et ensuite, donc, nous avons latéral. Donc là, latéral avec un L et médial avec un L, les deux, ils vont ensemble. C'est pour ça qu'on ne les confond pas avec le médian. Et donc, latéral, lui, ça voudra dire donc sur le côté.
Maintenant, on va aussi parler donc de ventral et de dorsal. Ventral, donc ça signifiera du côté du ventre, donc devant, alors que dorsal, donc c'est plus au niveau du dos et ça sera donc le derrière. Là, c'est plutôt facile à retenir. Et enfin, nous avons donc antérieur et postérieur. Antérieur qui va signifier en avant et postérieur en arrière. Bon, ça, c'est des mots que vous avez déjà dû voir, donc au moins, c'est pas très compliqué. Et maintenant, nous allons passer donc à la deuxième partie, le mouvement d'un point de vue articulaire. Alors, au niveau donc d'une articulation, on va regarder plusieurs choses. Déjà, on va regarder donc s'il y a des DDL. Les DDL, en fait, c'est des degrés de liberté. Ça, vous allez le revoir aussi en anat G, en principe. Alors, les DDL, pour vous expliquer rapidement, ça c'est en plus, c'est pas vraiment dans le cours. Par exemple, si on prend votre hanche, donc bon, on va dire que c'est ma hanche. Bon. Alors, la hanche, elle va faire plusieurs mouvements. Par exemple, la jambe, elle peut aller en avant, elle peut aller en arrière. Donc ça, ce sera vraiment un mouvement. Elle peut aussi aller sur le côté et vers l'intérieur, le deuxième, ou alors faire une petite rotation, le troisième. Donc c'est-à-dire que la hanche aura 3 degrés de liberté. Là, on nous dit que plus il y a de degrés de liberté, moins en fait l'articulation sera stable. Ensuite, on va aussi regarder donc si l'articulation elle est fibreuse et ou cartilagineuse. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder qu'est-ce qui relie nos deux os. Si c'est plus du tissu conjonctif qui sera fibreux ou alors du cartilage. Ça, vous allez le revoir aussi en histo. Ensuite, on va regarder si elle possède ou non une enveloppe synoviale. Alors, l'enveloppe synoviale, en fait, elle va contenir à l'intérieur du liquide synovial. Et c'est ce liquide, en fait, qui va fonctionner un peu comme de l'huile et qui vient lubrifier donc l'articulation. On va aussi regarder donc tout ce qui est force mobilisatrice. S'il y a une grande force, il y aura donc un grand mouvement. On va aussi regarder tout ce qui est émetteur sensoriel parce que le corps, il doit sans cesse être renseigné sur sa situation. C'est-à-dire, par exemple, s'il fait chaud ou s'il fait froid, il faut qu'il soit renseigné, il faut qu'il ait des émetteurs sensoriels. Ensuite, on va regarder aussi tout ce qui est éléments de glissement, de protection, de stabilité et d'amortissement, qui est vraiment super important pour une articulation. Alors, c'est parti. Les éléments de l'articulation. Donc là, on va voir que le cartilage, l'articulation est composée de plusieurs éléments. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour pouvoir visualiser. Donc, on va voir le cartilage articulaire, donc qui est en bleu sur le schéma. On a aussi donc l'os sous-chondral, la capsule qui est en fibrocartilage, et enfin le disque articulaire. Ça, c'est des choses que vous allez aussi revoir en histo. Alors là, en fait, ce que je vous ai dit, c'est vraiment pratiquement constant dans l'articulation. Et vraiment, on retient bien que c'est pratiquement et pas tout le temps. Il faut faire très attention à ça. Ces éléments-là, ils ne sont pas dans toutes les articulations. Maintenant, donc, on va parler du cartilage articulaire. Donc, ce cartilage articulaire, ça va être une structure qui sera complexe et qui va améliorer deux choses. Elle va améliorer et l'amortissement et le glissement. Par contre, ce cartilage articulaire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'est ni innervé ni vascularisé. Donc là, on se dit que s'il n'est pas vascularisé, comment les nutriments, etc., vont arriver en fait pour nourrir notre articulation? Et bien en fait, ça sera nourri par imbibition. C'est-à-dire qu'en fait, imbibition, ça veut dire que le cartilage articulaire, il va avoir plein de compression et de décompression. Et en fait, c'est vraiment ça qui va nourrir notre cartilage. Maintenant, donc, nous allons parler de deux termes très importants qui sont la congruence et la concordance. Donc la congruence, c'est la déformation du cartilage par des roulements et des glissements. Là, la phrase peut être un peu compliquée, mais je vais vous la réexpliquer juste après. Donc là, il va falloir retenir deux choses. C'est que la congruence, c'est vraiment égal à la forme, et la concordance, la taille. Ça, c'est super important à retenir. Là, j'ai un petit mémo de ma coach HTA qui m'a dit, en fait, qui a fait la remarque que concordance, il y avait un A à l'intérieur, comme dans taille. Donc vraiment, les deux vont ensemble. Alors, la congruence, donc c'est bien la forme et c'est l'emboîtement des surfaces, alors que la concordance, c'est la taille et c'est la comparaison des rayons et des courbes. Alors, pour vous imaginer un peu ça, je vais prendre l'exemple d'un jeu pour enfants. En fait, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait un sorte de gros cube avec à l'intérieur des surfaces. Par exemple, il y avait la surface d'un rond, la surface d'un triangle, d'un carré. Et après, on avait des solides à côté des mêmes formes et on devait les remettre au bon endroit. Et en fait, ça va être un peu ça, la congruence et la concordance. C'est-à-dire que si le petit va prendre, par exemple, le cube en solide, il va vouloir le mettre à l'emplacement du triangle. Là, il va avoir un problème parce que ça ne sera pas la même forme. Donc, il n'y aura pas d'emboîtement des surfaces. C'est-à-dire que ça ne sera pas du tout congruent. Par contre, si le petit il prend une pyramide et qu'il veut la mettre à l'endroit du trou qui ressemble à un triangle, là, les deux, ça va marcher. Ça sera la même forme, donc ça sera congruent. Maintenant, par rapport à la concordance, si le petit prend par exemple une toute petite pyramide et qu'il va vouloir la mettre à l'emplacement
du trou qui ressemble donc à une petite pyramide, les deux auront exactement la même taille et la même forme. Donc ça sera congruent et concordant. Par contre, s'il avait une gigantesque pyramide alors que l'emplacement c'était une petite pyramide, on verra bien que c'est pas la même taille, donc ça sera pas concordant, mais par contre ça sera très congruent, vu que ça sera la même forme. Donc maintenant on va faire un petit exemple donc plus réel. Alors le petit schéma du dessous, vous allez essayer de faire la A, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et après moi je vous donne la réponse. Donc pour la A, en fait, on va voir que ça sera congruent mais pas concordant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir que les surfaces, elles ont en fait la même forme. Enfin, même si elles sont complémentaires, mais elles ont la même forme. Cependant, en fait, elles sont pas concordantes parce que on peut voir que le rayon en fait de l'os de gauche est beaucoup trop gros comparé au rayon de droite. Là, on regarde bien en fait une comparaison entre les rayons et les courbes. Maintenant, pareil pour le B, vous pouvez le faire tout seul, mettre sur pause et je vous donne la correction. Donc ici, ça sera concordant parce que on peut voir qu'en fait, on a la même comparaison en fait au niveau des rayons et des courbes. Cependant, la forme n'est pas exactement la même parce que l'os de droite en fait sera un peu trop plat. Enfin, la surface est trop plate comparée à celle de gauche. Voilà, donc ça sera concordant vu que c'est la même taille, mais pas la même forme, donc pas congruent. Et enfin, pareil pour le dernier, c'est de le faire tout seul, mettez sur pause. Le principe, il est un peu plus simple. Donc là, pour le C, j'espère que vous l'avez vu, c'est concordant et congruent. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est exactement la même forme, il y a un emboîtement vraiment parfait, parce qu'aussi il y a une très bonne concordance au niveau de la taille. Maintenant, donc, on va parler des règles de biomécanique. Donc on a deux règles. On a la règle de la concavité et la règle de la convexité. Alors là, ce qu'il va falloir vraiment retenir par cœur, c'est que quand on parle de règle de la concavité, ça veut dire que c'est concave qui sera mobile. Si on parle de règle de la convexité, ça sera convexe qui sera mobile. Voilà, ça c'est vraiment super important à retenir. Là, je vais vous faire juste un petit récap entre concave et convexe, parce que vous pouvez l'avoir oublié, moi je l'avais oublié. Donc bref, je vais vous le dire. Donc concave, c'est qu'en fait ça sera creux, alors que convexe, c'est son contraire. Peut-être vous l'avez vu aussi en maths, en terminale, quand on faisait donc des courbes qui étaient concaves, convexes. Moi je me disais que concave, ça me faisait penser à la cave qui était dans le garage et c'était vraiment creusé, donc c'était creux. Voilà. Donc maintenant on va commencer par la règle de la convexité. Donc je rappelle, la règle de la convexité, ça veut dire que convexe sera mobile. Donc c'est parti, je vais vous imaginer ça. Alors là, on aura donc la partie qui sera convexe et la partie concave qui ici est creuse. Hop, on assemble les deux ensemble. Là, on va avoir donc des roulements et des glissements comme ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors, règle de la convexité, c'est convexe qui est mobile. Donc ça vient de cette partie-là qui sera mobile. Là, je vais faire dans un premier temps donc un roulement. Hop. Cependant, là, pour remboîter bien nos deux surfaces, il va y avoir un glissement qui va avoir lieu. Et on voit qu'en fait, le roulement, il se fait dans un sens qui est contraire à celui de son glissement. Je vais mettre mes mains un peu plus ici dans la partie claire pour que ce soit plus visible. Donc je refais le roulement et là, le glissement dans l'autre sens. Donc on voit que le roulement et le glissement se font dans le sens opposé dans la règle de la convexité. Maintenant, si on prend la règle de la concavité, donc ça sera la partie concave qui sera mobile, c'est-à-dire cette partie-là mobile et cette partie-là qui est fixe. Hop, je prends les deux ensemble, on va refaire la même chose. Si je fais un roulement, pour remettre bien nos surfaces, on va avoir le glissement en fait qui va se faire dans le même sens. Je le refais. Roulement, glissement. Donc là, on voit que dans la règle de la concavité, le roulement et le glissement, eux, se font dans le même sens. Et enfin, donc, la dernière diapo avant la partie 2. Donc, la nutrition du cartilage. Donc, dans les mobilisations passives, donc ces mobilisations passives, elles vont être vraiment à la base des apports biomécaniques, physiologiques, pour être le moins délétère possible pour le patient. Ça, dans la partie 2, on va reparler donc de tout ce qui est mobilisation passive. Ensuite, on a tout ce qui est donc compression et décompression. En fait, ça va nourrir le cartilage et lutter contre la dégénérescence. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cartilage, lui, il est nourri bien par imbibition parce qu'il n'est pas vascularisé. Donc, par imbibition, on a dit que c'était tout à l'heure des compressions et des décompressions. Et ça va lutter contre la dégénérescence et donc l'arthrose. Parce qu'en fait, l'arthrose, c'est une pathologie en fait, qui est une dégénérescence du cartilage. Ensuite, on voit qu'une articulation, elle est d'autant plus compressée lorsqu'on est debout ou en appui sur les mains par rapport à une décharge. Ce qui signifie que si par exemple je prends ma main, ici mon articulation elle est compressée, mais si je veux réellement la compresser, par exemple si je fais un arbre droit, il y aura tout mon poids sur mon articulation et donc elle sera encore plus compressée. C'est vraiment ce que signifie cette phrase-là.
Maintenant, donc on va passer à la partie 2. Donc cette partie 2, en fait, ça sera vraiment une autre fiche qui sera sur le forum. C'est parti. Hop, le mouvement d'un point de vue articulaire. Là, donc, on va parler de deux types de mouvements, donc le mouvement passif et le mouvement actif. Dans le mouvement en fait passif, le patient il va participer ni au niveau musculaire ni de manière consciente. Alors que dans les mouvements actifs, c'est le MK. Donc MK, je vous ai mis MK, mais ça veut dire masso-kinésithérapeute. En fait, c'est lui qui va réellement demander au patient de faire un mouvement. Donc là, le patient il sera conscient et il va participer de manière musculaire. Alors, je vais vous faire un petit exemple du coup pour tout ce qui est mobilisation passive et active. Donc, par exemple, bon, c'est vraiment très grosso modo, hein, mais si je prends mon bras, imaginons donc, moi je suis le kiné, je vais faire par exemple plier le bras de mon patient. Donc, ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais demander au patient de se relâcher. Je vais vraiment prendre son bras et je vais plier. Donc là, vraiment, moi en tant que patiente, bah, vraiment, je participe pas. Je fais pas ni mes muscles ni de manière consciente parce que c'est pas vraiment moi qui vais initier le mouvement. Par contre, si je demande donc au patient de le faire de manière active, je vais lui demander est-ce que vous pouvez plier votre bras. Et là, hop, donc mon cerveau il le sait qu'il va plier, donc c'est conscient, et mes muscles ils travaillent, donc c'est aussi voilà, je participe musculairement. Maintenant, donc on va parler des contractions statiques et des contractions dynamiques. Donc nous allons avoir tout ce qui est contraction statique, donc avec l'isométrique, mais aussi donc tout ce qui est contraction dynamique avec le concentrique, l'excentrique et enfin le pliométrique. Donc pour commencer, on va parler de l'isométrique, donc qui est bien une contraction statique. Isométrique, en fait, iso, ça signifie même, et métrique, longueur. C'est-à-dire qu'en fait, le muscle aura la même longueur et donc il n'y aura pas de mouvement. Pour vous donner un petit exemple concret, par exemple, quand vous faites du gainage, vous voyez que vous contractez vos muscles, mais vous ne faites pas de mouvement. Et bien donc, vous êtes bien en contraction isométrique. Ou alors, par exemple, si vous faites la chaise contre le mur, vous contractez votre quadri, mais vous n'avez pas de mouvement. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre genou qui est en extension ou quoi. Vous êtes vraiment, vous bougez pas. Pour vous montrer donc avec mon bras, par exemple, si on veut faire donc une contraction isométrique, le kiné va mettre une résistance ici. Le patient, lui, il va forcer, mais on peut voir que mon bras ne bouge pas. Il n'y a pas d'extension ni de flexion. Vraiment, mon bras ne bouge pas, mais pourtant, je contracte. Et là, donc, je suis bien en contraction isométrique. Maintenant, donc, on va parler de tout ce qui est contraction dynamique. Donc, on a la contraction, je vais y arriver, concentrique et la contraction excentrique. La contraction concentrique, en fait, ça va être vraiment un rapprochement des insertions. C'est-à-dire que, par exemple, ici, mes insertions vont se rapprocher et donc mon bras va se plier. Alors que l'excentrique, il va avoir un éloignement des insertions avec aussi un mouvement qui va avoir lieu. Par exemple, si nous sommes en contraction concentrique, on va aussi parler des courses musculaires juste après. En concentrique, on partira donc de la course externe à la course moyenne, ou de la course externe à la course interne, ou de la course moyenne à la course interne. Ça, c'est des notions que je vais vous reparler juste après. Et pareil, en fait, pour l'excentrique. Maintenant, donc, nous allons parler aussi du pliométrique. Donc, en fait, le pliométrique, ça va être un enchaînement de contractions excentriques, puis de concentriques. On retient bien que c'est excentrique et après concentrique et pas l'inverse. Étant donné qu'on va avoir donc des allongements grâce à l'excentrique, des raccourcissements avec le concentrique, on va donc profiter donc du réflexe myotatique. Donc ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc le réflexe myotatique. Pour commencer, donc un réflexe myotatique, ça va être une contraction en fait involontaire. C'est une contraction involontaire parce que c'est bien un réflexe, c'est-à-dire que la conscience n'intervient pas. Il peut y avoir une contraction involontaire suite en fait à l'étirement des fuseaux neuromusculaires qui sont en fait dans votre muscle. Ces fuseaux neuromusculaires, ils vont être sensibles à cet allongement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un allongement, il va avoir en fait des, des petits messages nerveux donc qui vont arriver, en fait, qui vont remonter jusqu'à la moelle épinière et pas par le cerveau parce que c'est un réflexe, donc il passe vraiment par la moelle épinière. Et enfin, après être passé par la moelle épinière, le chemin va continuer jusqu'au muscle et en fait, il va avoir à ce moment-là une contraction qui va avoir lieu. Donc en fait, en réponse à un étirement, les faisceaux neuromusculaires, ils vont provoquer donc plein de petits messages nerveux qui vont arriver à la moelle et enfin, il y aura une contraction du muscle. Maintenant, donc, je vais vous prendre un petit exemple concret. Par exemple, quand vous êtes chez le médecin, il prend un petit marteau et en fait, il va taper au niveau du tendon d'Achille. Donc, il se situe vraiment au niveau de la cheville. Quand il va donc taper sur ce tendon, ça va en fait
étirer le muscle, les faisceaux neuromusculaires. Ils vont donc envoyer des petits messages nerveux jusqu'à la moelle épinière. Ils vont prendre le relais donc avec le motoneurone gamma et ils vont donc contracter enfin le muscle. On peut aussi voir donc ce réflexe myotatique, je vous ai expliqué, le réflexe myotatique inverse que j'expliquerai juste après. On peut voir qu'en fait les deux ils vont permettre de protéger votre muscle contre donc une potentielle déchirure. Maintenant donc on va parler du réflexe myotatique inverse. En fait ça, lorsqu'il va y avoir une trop grosse contraction, par exemple si vous allez à la salle, que vous mettez trop de poids pour votre squat, il va y avoir en fait beaucoup trop de messages nerveux en fait qui vont venir. Ils vont donc passer par la moelle épinière, pareil, et en fait à ce moment-là il va avoir un inhibiteur du motoneurone et en fait celui-là il va venir réduire donc la force du muscle pour préserver votre muscle et éviter donc les déchirures. Maintenant donc je vais vous parler de la machine isocinétique. Cette machine, elle va en fait mesurer selon l'angulation la force musculaire développée en fonction d'une résistance qu'on va pouvoir mettre maximale ou non. Isocinétisme, donc ça signifie en fait une contraction à vitesse constante. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir retenir. Cette machine donc isocinétique, on peut la mettre donc aussi bien par exemple au niveau de la jambe, mais aussi au niveau du bras. Maintenant, donc je vais vous parler enfin des courses musculaires. Donc ça, je vous en ai parlé juste avant quand j'avais parlé de concentrique, excentrique. Donc on va prendre l'exemple de mon bras. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va séparer en 3 morceaux, comme en fait des parts de camembert. C'est-à-dire qu'on aura une partie externe, une partie moyenne et une partie interne. Si je tends mon bras, donc là c'est mon épaule et là c'est ma main, là nous serons donc en course externe. Si je plie ici, nous serons en course moyenne et si je plie au total, nous serons en course interne. La course interne, c'est l'endroit où en fait nos insertions seront le plus rapprochées, alors qu'en externe, nos insertions seront le plus éloignées. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous faisiez par exemple un mouvement concentrique, vous alliez passer de la course externe, donc où les insertions sont le plus éloignées, à une course par exemple moyenne, ou alors course externe à course totalement interne où elles sont le plus rapprochées, ou alors moyen à interne. Vous allez vraiment dans ce sens-là. Alors que si vous voulez faire de l'excentrique, ça va être le contraire. Vous allez partir de course interne, là où les insertions seront le plus rapprochées, parce que le but de l'excentrique, ça va être donc d'éloigner les insertions. C'est-à-dire que vous allez passer par exemple de course interne à course moyenne, où les insertions sont un peu moins éloignées, un peu plus éloignées, ou alors de course moyenne à course externe, ou alors totalement de course interne à course externe. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans la course moyenne, c'est là où on va vraiment avoir le plus de force. Vous pouvez tout simplement le tester sur vous. Si vous mettez votre bras donc, en course externe, vous mettez une résistance ici au niveau de votre poignet, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de force. Alors que si vous mettez votre bras en course moyenne, que vous mettez la même résistance, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de force. Ça en fait, vous allez le voir grâce à la relation donc force-longueur du muscle actif. Donc là, il y a une petite courbe donc, pour vous illustrer. On va avoir donc en abscisse, donc en bas, la longueur du sarcomère et en ordonnée, donc la force. Alors, je vais vous expliquer donc le graphique. Donc tout d'abord, on va se placer donc tout à gauche sur l'abscisse, donc on est à peu près à 1 micromètre. À ce moment-là, donc le sarcomère va être très petit. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend mon muscle, quand le sarcomère sera très petit, je serai par exemple dans cette position-là. Ici, en fait, on n'a pas le maximum de force, parce que tout à l'heure, on disait que c'était quand on était en course moyenne qu'on avait le max de force. Ici, on voit sur le graphique qu'ils nous disent que quand on est à 2 micromètres, c'est vraiment là qu'on aura le plus de force. Donc si on se place plus petit que 2 micromètres, donc 1 micromètre, on est ici. Ensuite, à ce moment-là, on voit que les insertions sont rapprochées, les myofilaments, en fait, ils se sont rapprochés aussi. Ça, vous avez dû le voir aussi en terminale, en SVT, avec les fibres qui se rapprochent lorsque le muscle il se contracte. Vous allez aussi le revoir donc ça en histo. Donc voilà, donc à ce moment-là, les myofilaments, ils se rapprochent parce que nous sommes à 1 micromètre. Par contre, nous n'avons pas le maximum de ponts d'actylmyosine, parce que le maximum de ponts d'actylmyosine sera là où on aura le maximum de force, c'est-à-dire à 2 micromètres. À ce moment-là, la courbe, elle est par contre ascendante, parce que
plus on agrandit donc notre sarcomère, plus on va arriver à 2 micromètres, là on aura le max de ponts d'actine-myosine, donc la courbe est bien ascendante. Là maintenant nous sommes à 2 micromètres. Ici, nous avons donc le maximum de force et le maximum donc de ponts d'actine-myosine. Si nous continuons, donc nous agrandissons donc notre longueur de sarcomère, la courbe elle est descendante, on aura donc les myofilaments qui seront de moins en moins chevauchés et on aura donc moins de force. À 2 micromètres, donc on voit bien que c'est là qu'on a le plus de force et le plus de ponts d'actine-myosine. On voit aussi, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la courbe, elle n'est pas exponentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas de la tête de la courbe exponentielle, mais en tout cas, c'est pas du tout celle-là. Voilà. Maintenant, donc, on va passer aux chaînes musculaires. Alors, nous allons voir donc deux styles de chaînes musculaires. On a les chaînes musculaires ouvertes et les chaînes musculaires fermées. Donc, quand nous sommes en chaîne musculaire ouverte, en fait, ça veut dire que l'extrémité distale donc, du membre sera libre. C'est-à-dire que, par exemple, ici, quand on fait un lancer de ballon, l'extrémité donc distale qui est celle-là, on voit bien qu'elle est libre, elle n'est pas fixe. Si, par exemple, je fais une pompe, là, mon extrémité distale, elle sera contre le sol, c'est-à-dire qu'elle sera en appui et elle ne sera pas libre. Donc là, on sera plutôt en chaîne fermée. Donc, on retient bien que extrémité distale libre, c'est de la chaîne ouverte, alors que quand l'extrémité distale, elle est fixe, on est en chaîne fermée. Là, on peut voir aussi le petit schéma. Donc, quand on fait un squat, notre extrémité distale, c'est-à-dire au niveau du pied, elle est bien fixée au sol. Et enfin, nous allons parler des chaînes en série et des chaînes parallèles. Là, il ne faut pas les confondre. Quand on est en série, c'est vraiment une chaîne qui va être d'accélération avec les muscles en fait, qui seront tous dans le même sens. Alors que quand on sera donc dans une chaîne parallèle, on sera plus dans une chaîne de force et les muscles agonistes, eux, ils seront dans le sens opposé. Donc vraiment, ça, c'est les deux choses à retenir. En série, c'est une chaîne d'accélération, tous dans le même sens, alors que parallèle, c'est plus sur la force et ils seront dans un sens opposé. Et c'était donc dans notre dernier diapo. Bravo à tous et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera celle de la neurorééducation.